Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. L'organisation de l'État islamique annonce avoir pris la ville de Sirte en Libye, alors que les négociations politiques, elles, piétinent au Maroc en vue d'un accord pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les drapeaux en berne au Ghana, le deuil national se poursuit après les inondations et l'explosion d'une station d'essence qui ont fait près de 150 morts au total. La population peine à reprendre une vie normale. Le reportage de notre correspondante. Et puis l'avocate française Lydienne Yen Eyoum, condamnée à 25 ans de prison pour détournement de fonds. La peine est confirmée aujourd'hui par la Cour suprême du Cameroun. Mais le même jour, les Nations Unies dénoncent une détention arbitraire. On en parle avec l'un de ses avocats, maître Christian Charrière-Bournazel, qui est notre invité sur ce plateau. On commence donc avec cette nouvelle avancée de l'organisation de l'État islamique. Elle annonce avoir pris la ville de Sirte, ville côtière du centre de la Libye, l'ancien fief de Mouammar Kadhafi. Alors que pendant ce temps, côté politique, pour barrer la route à l'État islamique, l'ONU tente de réunir les deux autorités rivales. Les discussions se poursuivent au Maroc, près de Rabat. L'objectif est d'arracher un accord aux deux autorités libyennes avant le début du Ramadan, le 18 juin. Bernardino León est l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye. C'est lui qui a réuni les deux parties à Skhirat au Maroc. Une quatrième version d'un accord de paix a été présentée ce mardi pour tenter de former un gouvernement d'union nationale. Bernardino León a affiché son optimisme. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que la réaction est positive. Je pense que nous sommes face à la possibilité d'un consensus. Je peux vous dire qu'il y a un sens d'optimisme et il y a beaucoup d'espoir. Pourtant, à l'issue de cette rencontre, aucun consensus ne semblait envisageable. Le gouvernement de Tobrouk a rejeté cette nouvelle proposition. Plusieurs points de désaccord persisteraient, à commencer par l'intégration d'islamistes au sein du nouveau gouvernement. Près de 4 ans après la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, deux autorités rivales se disputent toujours le pouvoir en Libye. D'un côté, le gouvernement basé dans l'est du pays, à Tobrouk, le seul reconnu par la communauté internationale, formé en majorité de libéraux, d'anti-islamistes et d'anciens kadhafistes. De l'autre, celui de Tripoli, composé, lui, d'une coalition de milices. La plupart se présentent comme des anti-kadhafistes héritiers de la révolution de 2011. Certaines sont issues des frères musulmans, d'autres de la mouvance salafiste. L'un des enjeux de cet accord reste évidemment le contrôle de l'armée. La lutte contre l'organisation de l'État islamique pourrait bien également devenir un objectif commun. La menace est réelle depuis l'implantation de djihadistes à Sirte ces derniers mois. Et autre lutte, celle contre le groupe islamiste Boko Haram. Elle était au cœur d'une réunion régionale aujourd'hui. De hauts responsables militaires du Nigeria, du Niger, du Tchad, du Cameroun et du Bénin se sont réunis dans la capitale nigérienne Abuja pour renforcer leur plan de lutte contre Boko Haram. Un plan qui doit encore être finalisé par les chefs d'État ce jeudi. Et puis au Ghana, je vous le disais en titre, les drapeaux sont en berne. Le pays a décrété un deuil national à la suite des inondations qui ont endeuillé la capitale, Accra. Selon le gouvernement, plus de 130 personnes ont trouvé la mort dans cette catastrophe, ainsi que dans l'explosion d'une station-service causée par des pluies diluviennes. Au sein des communautés les plus touchées, le quotidien est loin d'être revenu à la normale. Le reportage sur place de Katarina Vitozzi avec Sarah Sako. No, it was so horrible. Nana Akwa-Inchira travaillait dans son bar mercredi soir quand les pluies ont commencé. Personne n'imaginait alors les dégâts à venir. Il a plu ici pendant 2 heures, 3 heures. Et après, l'eau a atteint ce niveau. Aujourd'hui, près d'une semaine après les pluies, Inchira et sa famille tentent de sauver ce qui reste de leur commerce. Une tâche rendue presque impossible par l'absence d'eau courante. Mais Inchira s'estime malgré tout chanceuse en pensant aux douzaines de personnes qui ont perdu la vie. Le lendemain matin, nous sommes sortis et dans ce caniveau aussi, il y avait quelqu'un. Et là, juste là, 3 personnes. Et là-bas dans la rue, il y avait près de 10 corps. 10 corps, c'était horrible. Presque tout notre stock a été emporté. J'en ai ramassé un peu partout, mais nous avons beaucoup perdu. La Croix-Rouge ghanéenne affirme que des milliers de personnes ont vu leurs maisons et leurs commerces affectés par ces inondations causées par les pluies torrentielles et des voies d'eau bouchées. Alors que des intempéries sont de nouveau annoncées, les habitants prennent leurs dispositions.
César retire des ordures des caniveaux pour éviter leur débordement en cas de pluie. Un travail qui incombe à la mairie, mais qui est selon lui négligé. Il y a un homme du nom de Oko van der Poel. Il est responsable, c'est le maire d'Accra. Mais il ne vient pas réparer les caniveaux. C'est ce qui a causé tout ça. Quand il pleut, nous souffrons beaucoup. Regardez, c'est moi qui m'y colle. D'après les autorités de la ville, l'accord de financement pour un nouveau système d'évacuation a été donné il y a 2 ans. Mais en raison d'un blocage au niveau du gouvernement, le projet reste pour l'instant dans les tiroirs. Une décision judiciaire en France en lien avec le génocide au Rwanda. Kigali demandait l'extradition de Joseph Habyarimana, accusé notamment d'avoir tué des moines Tutsis en 1994. Et ce n'est pas une surprise, le ministère public a émis un avis défavorable ce mardi à cette demande à Toulouse. Contrairement au Canada ou à la Norvège, la France n'a jamais extradé de personnes soupçonnées de génocide vers le Rwanda. La Cour d'appel de Toulouse rendra sa décision le 15 septembre prochain. Reporté jeudi dernier, le procès de 9 officiers ivoiriens s'est ouvert aujourd'hui à Abidjan. Parmi eux, des piliers de l'appareil sécuritaire de l'ancien président Laurent Gbagbo, le commandant Anselme Seka Yapo, surnommé Seka Seka, l'ancien chef de la sécurité rapprochée de Simone Gbagbo, et puis le commandant Jean-Noël Abbaye, considéré comme le principal responsable des exactions commises durant la crise post-électorale de 2010-2011. C'était son dernier recours devant la justice au Cameroun. La condamnation à 25 ans de prison de Lydienne Yeneyoum a été confirmée par la Cour suprême. L'avocate française d'origine camerounaise est emprisonnée depuis janvier 2008 pour détournement de fonds. On parle d'1 milliard de francs CFA, 1,5 million d'euros. L'avocate avait en fait été mandatée par le ministère camerounais des Finances pour récupérer des créances auprès d'une filiale de la banque française, la Société Générale. Et la justice lui reproche d'avoir gardé une partie des fonds recouvrés. Nous accueillons sur ce plateau Maître Christian Charrière-Bournazel. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous être l'un des avocats de Lydienne Yeneyoum. Tout d'abord, votre réaction. Vous attendiez à ce que la Cour suprême confirme ces 25 ans de prison? Nous avons espéré jusqu'au bout. Vous savez, nous avons toujours foi dans ce qui peut être un réflexe de juge. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Cameroun. Et je crains malheureusement, là encore, que des pressions qui n'ont rien à voir avec la justice et déterminer les juges à confirmer cette décision totalement inique, qui indigne et qui révolte. Alors, quel type de pression? Parce qu'il s'agit donc d'un procès pour détournement de fonds. Le Cameroun affirme qu'il veut lutter contre la corruption. Le Cameroun qui souffre beaucoup de cette corruption. De quelle pression il pourrait s'agir? Il ne s'agit absolument pas de ce genre de fait, madame. Madame Lydienne Yeneyoum, avocate camerounaise et française, puisqu'elle est mariée à un Français depuis plusieurs années, est en prison depuis maintenant le 8 janvier 2010, dans des conditions... 2010. 2010, d'accord. Le procès a commencé avant, enfin les mesures d'intimidation contre elle. En réalité, elle a été l'avocate de l'État dans un procès pour obtenir que la Société Générale paye ce qu'elle devait, et elle a obtenu, après des années de procédure, où elle a travaillé énormément, elle a obtenu la condamnation de la Société Générale, de sa filiale, à payer à l'État camerounais plus de 5 milliards de francs CFA. Et ce travail important justifiait les honoraires, qu'elle n'a pas appréhendé. La somme a été retenue en attendant que l'État, qui était son client, lui dise « vous pouvez les percevoir ». Ont été arrêtés pour des raisons totalement mystérieuses, en même temps qu'elle, un ministre qui est M. Polycarpe Abahaba, un autre ministre, sur fond de rivalité probablement au sein du pouvoir camerounais, qui ne nous regarde pas. Mais ce qui est le plus scandaleux, c'est qu'il s'agit d'un litige d'honoraires. Or, les litiges d'honoraires au Cameroun comme en France sont réglés par l'arbitrage du bâtonnier sous le contrôle de la Cour d'appel qui a le dernier mot, et après elle, éventuellement, la Cour de cassation. Donc, qu'est-ce qu'on lui reproche finalement, selon vous, à Lydienne? Qu'est-ce qui est derrière cette affaire? Pourquoi est-ce qu'on s'acharnerait contre cette avocate? Elle a un avocat remarquable sur place, qui est le bâtonnier Black Yondo, auquel je rends hommage, car il se bat pour elle depuis des années. Et il a lui-même subi dans le passé les affres d'un gouvernement totalitaire, qui est celui du président Paul Biya. Mais 25 ans d'emprisonnement, à supposer même qu'elle ait retenu une somme qui était excessive par rapport à ce qu'elle pouvait percevoir, ça n'a pas de sens. Il y a donc d'autres raisons. En tout cas, les Nations Unies semblent aller dans ce sens-là, puisqu'ils ont déclaré aujourd'hui, une agence des Nations Unies a déclaré aujourd'hui cette détention de Lydienne Yeneyoum arbitraire. Vous avez tout à fait raison de le souligner, car il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit de la commission, le groupe de travail
sur la détention arbitraire de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui a fait une enquête, et qui fait une enquête extrêmement circonstanciée. Je ne vais pas vous la lire, on n'a pas le temps. Sachez simplement 2 choses. La première, c'est que le groupe de travail a convoqué le gouvernement ou ses représentants, ou simplement lui a demandé à ce gouvernement camerounais de donner des explications. Il ne l'a pas fait. Et nous voyons dans la décision, le groupe de travail regrette que le gouvernement n'ait pas obtempéré à sa demande. Un mot sur le gouvernement français peut-être pour finir, Oui, parce qu'on arrive au bout de l'intervention. Et qu'est-ce que vous attendez que les autorités françaises J'interpelle s'impliquent avec beaucoup de vigueur le président de la République, François Hollande, dont je sais à quel point il est attaché aux droits de la personne humaine. Parce qu'il a déjà montré qu'il se préoccupait de Français qui sont détenus à l'étranger. Liliane Ayoum est française. Elle est condamnée dans des circonstances absolument iniques, à une peine complètement extravagante et détenue dans des conditions immondes. Je demande au président de la République et à Mme Taubira, garde des Sceaux, pour qui j'ai la plus grande estime, d'intervenir avec fermeté auprès d'un gouvernement qui, en réalité, domine sa justice, qui n'a de rapport avec la justice que moi avec le trapèze volant. Merci beaucoup, Maître Bournazel, d'être venu sur ce plateau pour nous parler donc de cette condamnation confirmée de Liliane Ayoum au Cameroun. À Madagascar, des tensions politico-judiciaires. La télévision Viva de l'ancien président Andry Rajoelina a été en partie coupée par les autorités. Décision prise quelques heures à peine après l'interpellation musclée d'une députée de sa formation politique et la saisie, vous le voyez, d'argent trouvé lors d'une perquisition de son véhicule. Des incidents en pleine confrontation politique entre le président Eri, isolé, et le Parlement qui a voté sa destitution il y a 15 jours. On va se rendre en Guinée. La région de Sigiri, à 900 km à l'ouest de Conakry, est connue pour ses gisements miniers. Elle compte plus d'une centaine de sites aurifères qui attirent des milliers de jeunes diplômés sans emploi dans ce pays frappé par une crise économique due notamment à l'épidémie d'Ebola. Reportage. Une mine d'or à ciel ouvert dans la région de Sigiri, dans le nord-est de la Guinée. Des chercheurs artisanaux, des clandestins, des femmes qui descendent dans des galeries de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Parmi les travailleurs, beaucoup de jeunes diplômés sans emploi. Ils ont quitté les grandes villes pour gagner leur vie ici. Je n'ai pas choisi le métier de la mine, je me suis vu obligé par le temps et la conjoncture actuelle du pays, quoi. Dès après, je suis touché à Conakry, j'ai vu que rien n'a marché. De là, je suis venu à Sigiri. Avant, Karamo était enseignant. Mais même les jours où il trouve peu d'or, il explique qu'il gagne plus qu'avec son ancien métier. J'ai enseigné pendant 3 ans. Mais j'ai vu que vraiment l'enseignement, ça ne me satisfait pas. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. C'est un travail dangereux. Les éboulements sont fréquents. De nombreux chercheurs d'or ont déjà trouvé la mort, coincés sous plusieurs tonnes de mottes de terre. Et les conditions sanitaires sont déplorables. Cette eau boueuse nous donne des boutons sur le corps. Nous avons des démangeaisons toute la nuit. Nous dépensons beaucoup pour les produits qu'on utilise. C'est un travail qui expose les exploitants. Malgré les risques, ces Guinéens n'ont d'autre choix que de travailler ici. Le chômage est élevé et de surcroît, le pays a été frappé de plein fouet par le virus Ebola. En raison de sa persistance, les autorités viennent de prolonger jusqu'à la fin du mois l'urgence sanitaire renforcée. Un reportage de Mariama Bari avec Nicolas Germain. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous, l'info continue tout de suite sur France 24.